Ça fait plaisir. Donc, merci Cindy, merci pour l'introduction, puis de nous avoir présenté. Merci à tout le monde qui est présent aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec les objectifs de la conférence. Donc, on voulait vous offrir une introduction au concept de partenariat patient en recherche sur la douleur et aussi vous proposer des pistes pour approfondir vos connaissances si cette conférence vous intéresse. On va discuter de certains mythes et réalités liés à cette façon de faire de la recherche. Puis, on va aussi avoir un moment pour partager nos expériences personnelles, moi à titre de patiente partenaire et Anaïs à titre de recherche, de chercheuse. Donc, cette conférence nous permettra de mettre en lumière le rôle de patient, partenaire dans la recherche, d'échanger sur les avantages et les défis et de partager des ressources sur ce concept. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que le partenariat patient? Personnellement, si je pouvais le définir rapidement, je dirais que c'est une collaboration qui transforme la recherche. Pour moi, le partenariat patient, c'est bien plus qu'une idée. C'est une approche qui reconnaît la valeur de l'expérience vécue et qui lui donne une place essentielle dans la recherche. Puis, je vous dirais que c'est pas simplement d'être consulté, mais bien d'être impliqué, de contribuer et de co-créer. En tant que patiente partenaire, j'ai le privilège d'apporter ma perspective, mes défis et mes apprentissages au monde de la recherche. C'est quand même incroyable de voir que cette voix-là est non seulement entendue, mais qu'elle façonne les questions de la recherche, les méthodes et même les solutions qui peuvent être proposées. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller de l'avant avec pourquoi c'est important après cette définition-là, mais je vais vous le dire. Je crois que c'est important parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre uniquement à travers les chiffres, les données. La douleur chronique, c'est une réalité qui est vécue et intégrer ceux qui en ont fait l'expérience permet de développer des outils et des solutions qui vont vraiment répondre aux besoins des patients. Finalement, en tant que patiente partenaire, je n'ai pas de formation spécifique en recherche, mais mon expertise unique qui est recherchée, c'est celle du vécu. Puis, ensemble, les chercheurs et les patients, on est en mesure de bâtir une recherche qui se relève et qui se révèle hyper humaine, qui est pertinente et, je l'espère, qui est beaucoup plus efficace. Anaïs, je vais Merci. te laisser y aller avec la définition et les terminologies. Merci, Émilie. Puis en fait, bon, je suis scientifique, donc j'aime les écrits. Je vais vous amener vers la définition officielle, mais en fait, je trouve, Émilie, que ta définition, elle est parfaite. C'est celle-là qu'on devrait voir dans les écrits. Mais je vous amène quand même la définition, en fait, qui est partagée par deux entités au Québec qui sont experts là, en partenariat avec les patientes et les patients. Donc, le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public qui est affilié à l'Université de Montréal et l'unité de soutien SSA Québec, SSA pour Système de santé apprenant. Tout ça partie d'une stratégie, surtout venue des organismes subventionnaires pour dire c'est assez la recherche qui ne sert pas au monde dans la communauté. Il faut que la recherche soit axée sur les patients et les patientes et la façon de le faire, ben, finalement, c'est de faire du partenariat. Puis, il y a plusieurs mots-clés dans la définition qui rejoignent ce qu'Émilie a dit. Là, en fait, on reconnaît le savoir expérientiel. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour savoir ce que c'est la douleur chronique, savoir ce que font le traitement, savoir ce que font les défis. Donc, cette expérience-là est une connaissance qui est aussi importante que les savoirs des chercheuses puis des chercheurs avec leur beau diplôme universitaire. Il y a vraiment dans le partenariat avec les patientes et les patients le concept de leadership partagé. Donc, on essaie de travailler en équipe. Toutes les opinions, les facettes qui sont amenées par les différents acteurs autour de la table ont tous la même importance. Donc, il peut y avoir des chercheurs, des étudiants en recherche, des cliniciens, cliniciennes qui ont l'expérience terrain sur offrir des soins, les patientes et les patients qui ont l'expérience de naviguer dans le système de santé. Donc, vraiment, on va faire cette collaboration dans tout le processus de recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait de la recherche, tout d'abord, on se pose des questions. Puis la deuxième étape, c'est d'aller voir, bon, ben, qu'est-ce que la littérature nous dit? Peut-être qu'il y a des chercheurs qui sont déjà intéressés à ça. On va essayer de combler des manques dans les connaissances actuelles. Ensuite, on précise nos objectifs.
en équipe, on va planifier la méthodologie du projet, on va faire la collecte des données, on va faire l'analyse, on va les interpréter, ces résultats-là, puis on va vouloir en faire la diffusion dans la communauté scientifique, mais aussi dans la communauté, donc dans le chez le grand public. Fait que toutes ces étapes-là de la recherche, en fait, les patientes et les patients peuvent s'impliquer dans toutes les étapes ou quelques-unes de ces étapes-là, mais c'est certain que le plus tôt possible dans le processus, c'est le mieux. Donc, dès le moment où on se pose les questions, on peut s'asseoir avec des personnes qui ont une expérience vécue de douleur pour s'assurer de faire des projets qui vont être pertinents. On veut bien sûr avoir des approches qui sont inclusives, donc en termes de différentes facettes d'expérience, mais aussi en termes de différentes personnes qui vivent différentes choses dans la communauté. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme universitaire pour s'impliquer dans des projets de recherche. Des fois, si quelqu'un n'a jamais mis les pieds dans une université, ça peut être intimidant. Ben, c'est justement ça qu'on veut. On veut des gens qui ne sont pas dans notre milieu, qui vont nous amener totalement une autre facette. Donc, on veut vraiment une diversité dans les personnes qui s'impliquent. Puis, dans le partenariat, on a tous les principes de respecter les autres, respecter les idées, respecter chaque expertise, de voir qu'on a du co-apprentissage, on construit les choses ensemble, puis on est vraiment dans un contexte de complémentarité. Là, ben, c'est des bien belles définitions, mais je me suis dit que des images valent 1000 mots. Donc, on est vraiment dans le processus là, de co-construction des projets de recherche, de co-interprétation des résultats. On met nos idées ensemble pour aller ensuite les diffuser. Donc, c'est vraiment ça, le partenariat. Puis, je prends le temps de présenter quelques termes parce que les thèmes peuvent varier selon les instances. En fait, ça fait depuis 2011 qu'on parle de la stratégie de recherche axée sur le patient, la SRAP. C'est les Instituts de recherche en santé du Canada qui offrent des fonds là, aux chercheurs sur le plan fédéral, qui a mis ça sur pied pour inciter les chercheurs à travailler en partenariat. Puis avec le temps, ben, la terminologie s'est un peu modifiée. Là, au Québec, on va parler beaucoup de partenariat avec les patients et le public. On va parler de patients partenaires, mais dans le Canada anglophone, on va parler plutôt de person with lived experience. Donc, au lieu de nommer la personne comme patient ou patiente, on va plutôt parler de personnes avec expérience vécue. Dans d'autres contextes, on va parler d'engagement des patientes et des patients en recherche, mais finalement, tous ces termes-là sont des synonymes et chaque équipe, finalement, peut décider d'utiliser le terme qui convient le mieux aux attentes des membres de l'équipe. Tout ça, c'est la même chose. Mais en gros, on diffère vraiment le partenariat d'être un participant ou une participante à une recherche. Donc, si jamais je participe à une entrevue, je remplis un questionnaire en ligne, je suis un participant ou une participante à la recherche, mais quand on est plutôt une patiente ou un patient partenaire, ben là, on est membre de l'équipe à part entière, à part égale avec les chercheurs, les cliniciens, tous ceux qui sont dans l'équipe. Donc, je te repasse la parole, Émy. Merci, Anaïs. Puis, ces mots-clés-là, c'est bien de les avoir en tête parce que des fois, quand on veut faire des recherches, si on est intéressé à s'impliquer, à trouver des ressources, des fois, de faire des recherches sur Google ou peu importe la plateforme, d'utiliser différents termes vont nous amener dans différentes directions. Donc, je trouve que c'était bien des souligner, Anaïs. Merci. Donc, je vais y aller avec un petit témoignage de mon expérience personnelle. Donc, mon parcours en tant que patiente partenaire a débuté en environ mai 2024. Donc, c'est assez récent, mais il y a tellement de choses qui se sont passées en si peu de temps. Donc, du début, j'ai une patiente partenaire qui est amie depuis, avec qui j'ai une discussion sur notre cheminement avec la douleur et des choses comme ça, qui avait commencé à m'expliquer le rôle qu'elle avait en recherche comme patiente partenaire. J'avais jamais entendu cette terminologie-là ou même ce rôle-là ou la possibilité de le faire. Puis, elle m'avait mentionné qu'il y avait beaucoup de validation qui s'y retrouvait. Donc, je lui ai communiqué mon intérêt à contribuer si le besoin était. Puis tout a suivi de cette discussion-là. J'ai rapidement été invitée à une rencontre avec l'équipe du Réseau québécois de recherche en douleur, le RQRD, pour discuter des besoins qui sont présents, des opportunités, de ce que mes attentes étaient aussi, puis du milieu de la recherche.
Et on m'a vraiment invité à partager mes attentes, mes ouvertures, mon intérêt personnel à contribuer. Puis là, il y avait des matchs qui étaient présents, puis je suis devenue patiente partenaire à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai fait la formation en ligne, module 101, les fondements du partenariat patient. On va les montrer un peu plus tard dans les ressources. Puis dans cette formation-là, j'ai réalisé que j'étais arrivée à un tournant où mon implication en recherche devenait non seulement possible, mais aussi pertinente. J'ai passé des années de déni, de résistance, de lutte face aux symptômes, aux diagnostics. J'étais en quête de traitement adapté, mais là, j'avais vraiment pris le temps de me retrouver, de me redéfinir avec et au-delà de mes conditions. Donc, le fameux processus d'acceptation qu'on discute si souvent, autant du côté physique que psychologique, avait été bien avancé. Puis je me trouvais à une étape clé de mon rétablissement où ma contribution à titre de patient partenaire était beaucoup plus pertinente et, euh, et au bon moment. J'avais aussi réussi à établir au fil des années une relation de confiance avec mon médecin traitant. Je me sentais enfin à l'aise avec la connaissance que j'avais de moi-même, de mes conditions, de ce qui se passait. J'étais capable d'en parler de façon claire et rationnelle aussi. C'était malheureusement pas le cas au début de mon rétablissement, mais comme qu'on dit si bien, chaque chose en son temps. Puis son temps, c'est fait. Donc, de là est venue ma première invitation à rejoindre un comité de recherche. Puis, je vais être très honnête, l'anticipation était à son max. Je connaissais personne. Je savais pas comment j'allais être accueillie. J'avais aucune idée quelles étaient les attentes du comité, des chercheurs, des cliniciens. Puis, à vrai dire, moi-même, j'en avais pas vraiment. J'étais dans l'inconnu total. Puis, c'est peu dire que j'ai été surprise en arrivant à ma première réunion. J'avais quelques regards interrogateurs qui disaient un peu c'est qui cette nouvelle personne-là, c'est une chercheuse, c'est une clinicienne. Mais ça s'est vite éclairé en me présentant, mais surtout en prenant part aux discussions. Il est devenu évident que ma contribution dans ce comité-là, c'était mon vécu, mon expérience directe. Puis je l'ai ressenti, cette perspective-là était précieuse pour eux. Puis c'était très vrai qu'il y avait une validation qui était incroyable dans cette participation-là. Depuis, je poursuis mon implication auprès de certains comités de chaires de recherche. Puis le mot-clé dans tout ça, c'est à mon rythme. Puis je me sens à l'aise puis en confiance pour l'exprimer, ces besoins-là, ces limites. Puis je ressens un profond respect de la part des équipes de recherche lorsque je le fais. Puis si un jour ce respect venait à manquer, je sais que mon engagement il est volontaire, puis que la décision de continuer m'appartient entièrement. Puis ça, c'est un sentiment qui est assez incroyable, assez libérateur, disons. Puis je, j'en suis où est-ce que j'en suis en ce moment. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs pour qu'elle vous montre le côté des, euh, des chercheurs, des cliniciens dans les équipes de recherche. Puis, moi, je suis toute écoute comme vous. J'ai bien hâte d'entendre son témoignage. Hmm. Mais oui, c'est ça. Donc, moi, je suis professeure à l'UQAM depuis 2009, donc ça fait un peu plus de 15 ans. Puis, il y a plusieurs types de projets que je fais, mais un des projets, c'est les enquêtes sur le web. Puis là, c'est sûr qu'avant, bon, de lancer un sondage, on doit parler à des gens qui ont, par exemple, la douleur chronique pour leur demander, tu sais, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Est-ce que nos questions sont claires? Contact avec les patientes et patients s'en tenait à ça dans les projets. À un moment donné, j'ai reçu une bourse salariale du Fonds de recherche du Québec Santé, qui était en partenariat avec l'unité de soutien CSA Québec dont je vous ai parlé tantôt. Et cette bourse-là venait avec un programme de renforcement des capacités à faire de la recherche avec les patientes et les patients. Donc, j'ai eu accès à plusieurs formations privilégiées pour apprendre à faire de la recherche avec les patientes et les patients. Et là,
ce qu'on nous enseigne, ben, c'est ça, de parler aux patientes et patients dès le début des projets, de les penser ensemble, les projets, et de les réaliser ensemble. Donc, oui, la recherche peut se faire par projet, mais ce que je trouvais dans cette situation-là, c'est que des fois, c'est des projets d'étudiants à la maîtrise, doctorat. Il y a des délais, il y a des cours à faire, il y a des étapes à faire. Donc, des fois, on se retrouvait, si on avait des partenaires dans un projet, à pas se parler pendant 6 mois. Puis, je trouvais que ce manque-là était à combler. Donc, on a mis en place à la chaire douleur de l'UQAT une approche, je dirais, qui est innovante, où les patientes qui collaborent avec nous, dans le fond, ils participent à toutes nos activités, sont invités à venir dans les congrès avec nous. Quand les étudiants présentent leurs séminaires, par exemple, qui ont à faire dans leur formation, ben les patientes et patientes les pratiquent avec eux, donnent leur avis. On a une plateforme Teams qui permet d'avoir du clavardage, partager des photos, partager des nouvelles. Bien, nos patientes et patients qui collaborent avec nous sont là. Donc, ils ne font pas juste partie d'un seul projet, mais ont l'occasion de voir tout ce qu'on fait à la chaire. Oui, de s'impliquer de façon plus importante dans le projet A ou B, mais vont être au courant de tout ce qui se fait et sont membres à part entière de l'équipe. Puis, je suis vraiment contente d'avoir testé ça. C'est vraiment une expérience positive. Je pense que aussi pour la formation de la relève, moi, j'ai été formée en recherche quand j'ai fait mes études. On parlait pas du tout de ça, du partenariat. Maintenant, ben, je me dis que toutes les personnes qui vont passer par la charte douleur à l'UQAT, ben, vont savoir c'est quoi et s'ils décident de faire une carrière en recherche, ben, ils vont pouvoir appliquer ce concept-là, ce type de façon de faire-là dans le futur. Puis, j'ai beaucoup d'espoir pour la relève aussi en recherche parce que de plus en plus, on parle du partenariat dans la formation universitaire. Il y a de plus en plus, je donne par exemple le réseau québécois de recherche sur la douleur dont Amy parlait. Ben, en fait, on a des ateliers sur le partenariat. Il y a de chaque année, d'une année à l'autre, dans nos événements de douleur, il y a de plus en plus de patients et de patientes qui sont impliqués dans les instances décisionnelles, dans les conférences, donnent des conférences, animent des ateliers. Donc, je pense que on est vraiment sur la bonne voie pour que dans une prochaine génération de chercheurs, finalement, tout le monde fasse la recherche en partenariat. On est maintenant rendu aux avantages du partenariat. En fait, partenariat, bon, dans ce cas-ci, se fait entre le chercheur, par exemple, et le patient. Donc, au niveau de la perspective des chercheurs, je dirais que l'avantage, c'est vraiment que ça nous offre une lunette qu'on n'a pas. Ça permet vraiment de faire des projets d'une autre façon, d'y ajouter des éléments qu'on n'a pas pensé. Finalement, ça fait que le projet va être plus utile. Donc, c'est quand même le financement fédéral ou provincial qui paye les projets de recherche. On a le devoir de redonner à la communauté. Donc, finalement, ça nous permet de mieux le faire puis de faire des projets qui sont vraiment pertinents parce que, bon, dans nos grandes tours à l'université, on peut penser à des belles idées, mais si c'est pas utile à personne, ben finalement, ça sert à rien de faire cette recherche-là. Donc, je dirais que de notre côté, c'est ça l'avantage. Je peux vous donner des exemples. Là. On avait un passé partenaire avec lequel on a mis sur pied un projet qui s'intéressait à l'usage de cannabis chez les personnes qui vivent avec de la douleur. Puis, dans notre tête, nous, en recherche, ben c'est soit qu'on prend le cannabis qui est autorisé par un médecin ou une infirmière praticienne, du cannabis médical, ou bien qu'on prend du cannabis non médical, par exemple, qu'on achète à la SQDC. Donc, nous, on pensait que c'était un ou l'autre. Ce que le patient partenaire nous a dit, c'est non, non, non. Il y a des avantages à prendre les deux types, c'est-à-dire commencer, par exemple, avec une autorisation médicale, mais par la suite, se le procurer d'une autre façon, qui va peut-être être un petit peu moins dispendieuse. Donc, nous, si on n'avait pas parlé aux patients dans ce contexte-là, on aurait eu deux branchements dans le questionnaire, un pour les personnes qui utilisent du cannabis médical, un pour les personnes qui utilisent du cannabis non médical. On serait passé à côté de quelque chose. Puis finalement, le projet, grâce aux patients, a été super innovant. A amené des répercussions concrètes, des recommandations qu'on peut faire aux organismes subventionnaires qui d'habitude financent des projets juste pour le cannabis médical ou juste pour le cannabis non médical, qu'on appelle du cannabis à usage fin récréatif.
mais on sait que quelqu'un qui va à la SQDC pourrait acheter du cannabis et que ce n'est pas à des fins récréatives, pourrait lui-même, dans sa maison, l'utiliser pour sa santé. Donc, ça nous a permis de faire des recommandations concrètes, tout ça grâce à une petite discussion qui a tout changé, le projet. Puis un autre exemple, là, dans le fond, les anciens membres des forces armées canadiennes, donc les vétérans, euh, on est actuellement dans un recrutement, là, je vous en parlerai un petit peu plus tard à la fin. Et on a eu commentaire que, bon, le mot vétéran, on pense tout de suite au jour du souvenir, au coquelicot, à un homme relativement âgé avec un uniforme, et que donc le mot vétéran, c'est peut-être pas tous les anciens membres des forces qui s'identifiaient à ce terme-là. Mais dans les forces, on sait, il y a des personnes jeunes qui sont vétérans, il y a des femmes, et donc, nous a suggéré peut-être d'utiliser dans nos annonces de recrutement différents termes, anciens militaires, anciens membres des forces, plutôt que vétérans, pour être certain que les jeunes qui sont, par exemple, plus dans l'armée, mais qui ont peut-être même pas été déployés à l'international, se reconnaissent comme des personnes qu'on veut savoir leur expérience. Fait que c'est deux petits exemples là, qui font la différence dans nos projets. Puis du côté des personnes qui vivent avec de la douleur, ben, je vais laisser Amy vous en parler. Tantôt, si jamais je pourrais compléter là, avec des choses que j'ai entendues des patientes partenaires avec nous, mais Amy, là, je te laisse pour les avantages de la perspective patient. Merci, Anaïs. C'est bien de voir puis de reconnaître où chacun va chercher un certain bénéfice puis de le mettre sur la table parce que c'est pas, tu sais, on donne, mais on reçoit aussi. Puis quand j'ai repensé à mon parcours puis tout ça en prévision d'aujourd'hui, j'ai comme énuméré certains privilèges que j'ai réussi à connaître grâce à mon application. Donc, je vais vous les nommer plus en point de forme. Mais je crois que c'était assez concret aussi dans mon témoignage. Donc, premièrement, la valorisation du vécu, donc donner un sens à son expérience et transformer son parcours en un apport concret. Ensuite, un impact réel, contribuer à des recherches qui améliorent les soins, les connaissances, surtout sur la douleur chronique. La reconnaissance et la validation, d'être considéré comme une source précieuse d'expertise et d'information, c'est pas peu dire. Les interactions qu'on peut avoir la chance d'avoir, on a la chance d'échanger avec des chercheurs, des cliniciens, d'autres patients aussi, et d'élargir son réseau. Ensuite, la flexibilité et l'accessibilité, il y a des tonnes de possibilités d'implication qui sont adaptées au rythme et aux besoins de chacun. Ensuite, le côté pour les déplacements puis tout ça, il y a des compensations tout dépendant des équipes qui peuvent être offertes et une rétribution qui peut être ajustée selon l'engagement et les équipes. Puis finalement, l'autonomisation et l'affirmation, donc de se sentir écouté, respecté, puis maître de son propre engagement. Des fois, c'est ce qu'on a besoin, de se sentir un peu plus en contrôle de certains aspects. Ben ça, je me sens vraiment en contrôle de mon niveau d'engagement. Donc, c'était les bénéfices que je trouve que j'ai le privilège de connaître grâce à mon implication. Ça fait écho à ce que j'ai entendu. Le mot au début, j'avais l'impression de prendre plus que donner. J'ai l'impression de déranger, de te demander, oh, est-ce que tu peux venir dans notre réunion, regarder le questionnaire, penser avec nous, tu sais, pour la demande de subvention, qu'est-ce qu'on devrait mettre comme priorité. J'ai l'impression de juste prendre. Puis à la longue, en discutant avec les patients et patientes partenaires, je m'aperçois vraiment que je, on donne autant qu'on prend, ne serait-ce qu'un sentiment d'appartenance dans une équipe, les connaissances, des connaissances auxquelles les gens avaient peut-être pas nécessairement accès avant, ne serait-ce que reconnaître ce qui est fiable ou non sur Internet. Ben là, avec des chercheurs, vous êtes avec une gang de gens bien critiques. Donc, tu sais, accès à des choses qu'on connaissait pas nécessairement déjà. Puis, pour faire du pouce, ce qu'Amy disait sur la compensation, des fois, on est gêné là, de parler d'argent, mais c'est normal qu'on puisse reconnaître la contribution des patientes, des patients qui travaillent en recherche. Nous, comme chercheurs, normalement, on peut le mettre dans nos demandes de subvention.
Donc, quand on travaille dans un projet qui a du financement, ça veut dire qu'on peut se permettre de le reconnaître. Puis, il y a plein de façons. Ça peut être sous forme d'un salaire là, à l'heure classique. Donc, vous êtes engagé comme personne à temps partiel à l'université. Ou bien, des fois, ça peut être reconnu de d'autres façons, que ça soit des cartes cadeaux, par exemple, ou même d'avoir des opportunités de participer à des congrès, donc les dépenses qui vous soient remboursées, l'accès à des livres. Donc, il y a il y a de multiples façons de reconnaître l'engagement. Tu sais, il faut se rappeler que autour de la table, tout le monde a un salaire. Le chercheur, l'étudiant qui est là autour de la table, ils ont une paye. Ben, c'est normal que toutes les personnes autour de la table, par souci d'équité, soient reconnues à la valeur de leur expertise. Donc là, on peint ça comme étant le, la super belle expérience puis tout ça, mais la grosse question, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce qu'il y a des défis? Est-ce que c'est toujours un bon moment? Anaïs, je ne sais pas si tu voulais commencer avec tes expériences ou Ben oui, je peux en parler. Euh, J'en ai parlé un peu tantôt. On n'est pas formés, les chercheurs, on n'a pas tous été formés à le faire. Donc, comme n'importe quoi, on devient bon à mesure qu'on le fait, mais la première fois, ça se peut qu'on soit maladroit. Donc, ça se peut que vous tombiez sur une équipe ou une personne avec qui ça ne fonctionne pas bien. Tantôt, Amy disait, ben, les attentes, c'est important, les attentes, d'en parler, avant de dire oui, on se serre la main, on fait un partenariat, de bien parler des attentes de chacun pour voir que ça correspond aux attentes. Puis c'est correct de dire, ben, oh, cette fois-ci, je vais passer mon tour. Tu sais, c'est correct de faire ça. Donc, c'est un peu comme une rencontre de collaboration. Ça se peut que la rencontre se passe bien ou non. J'ai remarqué que, bon, s'impliquer, des fois, on peut tomber dans le tourbillon des opportunités. Donc, des opportunités, il peut en avoir beaucoup. Donc, c'est facile de dire oui à tout puis de risquer de s'épuiser. Donc, je pense que c'est important de savoir dire non puis de s'écouter dans ce processus-là. Donc, Amy a probablement d'autres éléments là, intéressants à partager par rapport à ça. ouais, ben je pense que un des plus gros défis personnels que j'ai trouvé à date, c'est justement de mettre ces limites-là, de les communiquer, puis d'être en confiance de le faire. Euh, Tout dépendant des types de personnalités aussi, là, tu sais, je suis du genre à vouloir m'engager, à contribuer. Puis là, quand ça commence, on s'emballe, la motivation est à son plein. Faut pas oublier qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on est capable de contribuer parce qu'on a des choses en place qui nous permettent de le faire. Faut pas perdre ces choses-là. Donc, c'est un rappel constant de moi à moi. Euh, une autre chose que j'ai vraiment remarqué, surtout j'ai participé à la retraite cette année avec le RQRD. Puis c'est beaucoup de discussions, beaucoup de présentations, tout ça super super intéressant. Puis ça fait aussi retomber un peu dans les moments qui sont un peu plus difficiles. Je pense qu'il faut être très honnête sur ça. Euh, puis, quand je me présente à titre de patiente partenaire, c'est pas juste où est-ce que j'en suis aujourd'hui, c'est mon parcours au complet que j'apporte avec moi, c'est ce vécu-là. Puis, c'est pas toujours facile de retremper dans ces moments-là qui étaient plus difficiles. Donc, ce que je trouve très important, c'est d'avoir comme un filet de sécurité de personnel, d'avoir un bon réseau de soutien, d'avoir des ressources accessibles rapidement pour ça aussi, puis de ne pas avoir peur d'en parler. C'est correct, puis ça fait partie du cheminement aussi. Donc, je crois que ça, c'est le plus gros défi que je voulais communiquer pour donner l'image complète de ce que ça représente d'être patient partenaire. Ce schéma-là, dans le fond, c'est le schéma, là, la source, c'est le centre d'excellence au niveau du partenariat avec les patients et le public. Je le trouve intéressant de vous le présenter, puis ça rejoint ce qu'Amy disait.
On doit vraiment parler, communiquer, puis il faut vraiment apprendre ensemble. Donc, j'imagine que dans votre vie, vous avez collaboré ou été partenaire de différentes personnes, que ce soit dans le contexte personnel ou que ce soit dans le contexte professionnel. Puis probablement que vous faites pas les partenariats de la même façon, les collaborations ou même un partenariat, ça peut être en amour même, de la même façon avec tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit ensemble. Puis oui, le bout, l'ultime à la fin, c'est de gravir la montagne, puis améliorer le système, transformer les soins, changer la culture. Mais avant ça, il y a tout un tourbillon de bien communiquer, de se soutenir. Donc, quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais entendu parler de recherche, ben, le chercheur devrait lui offrir des opportunités peut-être de formation adaptées aux besoins du rôle. On doit toujours être dans un processus d'amélioration continue, donc se poser des questions. Est-ce que ça va bien? Si ça va bien, ben, tant mieux, mais s'il y a des choses à améliorer, régulièrement s'en parler. De reconnaître aussi justement qu'il peut y avoir des défis, d'être inclusif. Donc, il y a vraiment un processus d'amélioration continue. C'est important de le faire puis de garder la communication. Puis c'est ça, on se rappelle les principes directeurs par rapport au partenariat, c'est vraiment la relation entre les parties. Il faut soigner cette relation-là. La co-construction, donc construire ensemble les projets, les idées, s'assurer qu'il y a toujours des concepts d'équité, de diversité, d'inclusion, le soutien qu'on offre aux patients et patientes partenaires ou même aux étudiants en recherche. Donc, OK, c'est quoi le partenariat? Des formations comme aujourd'hui, des ateliers, ça peut être aussi intéressant pour des chercheurs qui ont le goût d'en faire plus au niveau du partenariat. Puis c'est ça, bien sûr, la transparence, puis tout ça dans un but que le partenariat ben, demeure dans le temps, là, sa pérennité. Je vais vous partager différentes ressources gratuites, mais avant ça, je sais que vous voyez mon écran, là, mais je vais juste aller copier dans le chat les liens vers les ressources. Fait que vous n'avez pas besoin de les prendre en note. Fait que je vous copie les liens dont je vais vous parler à l'instant. Vous pouvez, par exemple, les copier sur un notepad ou sur un document Word sur votre ordinateur ou les prendre en photo avec votre téléphone dans le chat. Comme ça, vous pourrez avoir recours plus tard. Donc, je vous ai parlé de l'unité soutien SSA Québec. Donc, c'est un organisme qui offre plusieurs formations. Quand j'ai mis le site web ici, vous l'avez dans le chat, il y a un catalogue de formations. Puis quand on clique sur le sujet de la formation, il y en a plusieurs, mais quand on clique sur partenariat, ben là, il y a plein de formations, par exemple, comprendre la recherche, découvrir la recherche axée sur les patients. Donc, des formations qui sont destinées au grand public. Puis, l'unité a aussi sa communauté provinciale de partenariat Expérience, qui est une communauté de patients partenaires. Elle n'est pas spécifique à la douleur, donc il peut y avoir des gens qui ont d'autres maladies chroniques dans la communauté Expérience, mais c'est quand même intéressant. Il y a une revue, ça permet finalement d'en découvrir plus sur le partenariat. Dans les formations de l'unité soutien, Amy, tantôt, elle a parlé du module 101. Donc, c'est quoi les fondements du partenariat patient? Justement, le module 101 et aussi le deuxième, le module 201, il y a des formations qui vont se tenir très bientôt en juin. Il y en a plusieurs fois par année, mais là, il y en a qui arrivent. Je sais que c'est le lendemain de notre fête nationale. Mais bon, peut-être que vous fêtez le 23 juin. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est possible de passer par le lien le site web L'Unité, mais j'ai mis les codes QR au cas où vous avez votre téléphone et que vous voulez prendre en photo votre écran pour avoir accès directement à la page là, de ces deux modules de formation. Puis les liens sont dans le chat également. Je sais pas si, Amy, tu veux-tu nous dire deux mots sur le module 101? Tu nous as parlé brièvement tantôt, là? Oui, ben c'est les discussions, je trouve, qui ont eu lieu pendant la formation qui. Il y a tout le temps le volet vraiment information, ce qui est présenté. Les discussions sont tellement riches. Ça a été, puis, ouais, ça a été vraiment une belle expérience.
Puis ça remettait en lumière aussi le parcours qui m'a mené vers ça. Justement, la relation que j'avais avec mon médecin qui ensuite a bâti cette confiance-là de communiquer, puis avec mon vécu, tout ça. Donc, non, j'ai vraiment, vraiment aimé cette formation-là. Puis, pour expérience, la ressource avant, ils ont aussi des webinaires qui sont super intéressants à garder un œil si ça vous intéresse. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Je me rappelle dans le module 101, on parle de, parce que là, aujourd'hui, on parle de partenariat avec les chercheurs, mais il y a aussi être partenaire dans ses propres soins. Et il y a beaucoup d'exemples qui viennent plutôt justement de être un partenaire actif dans sa propre santé. Puis justement, la communication qui est professionnelle de la santé qui est si importante, là. Oui, ben de baisser un peu je pense qu'il y a eu longtemps l'image d'autorité ultime avec la médecine puis ces choses-là, mais de se redonner cette confiance-là dans notre vécu, dans notre condition, dans nos symptômes, ces choses-là. Mhm. Oui, non, c'est vrai. Il y a les Instituts de recherche en santé du Canada, c'est l'organisme qui finance la recherche là, sur le plan fédéral, ont des modules de formation. Ce qui est le fun, c'est que le premier module est pour tout le monde, mais le module 2, on prend une voie si on a expérience vécue avec la maladie, on prend une autre voie si on est membre au niveau de la recherche. Donc, ça permet finalement, tout le monde fait la même formation, mais avec des chemins parfois parallèles pour certains modules. C'est gratuit également. Là, j'ai mis le lien. Au niveau du réseau québécois de recherche sur la douleur, bon, c'est ça, je suis un parti pris, là. Je suis membre de ce réseau-là depuis que je suis étudiante. Puis maintenant, j'en suis la co-directrice. Je suis bien contente de vous partager avec vous. Dans le fond, on a une nouvelle plateforme qui permet de recueillir vos coordonnées si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur le partenariat patient. Donc, ça vous engage à rien si vous remplissez le formulaire. En fait, vous allez faire partie d'un groupe qui allait recevoir de l'information, peut-être avoir des ateliers pour voir si finalement ça vous tente de faire le pas suivant pour être patient partenaire. Puis le réseau peut vous aider à faire des jumelages, peut-être avec des équipes de recherche qui travaillent sur des sujets qui vous intéressent. Justement, une belle collaboration. Actuellement, on est en train de faire un sondage pan-canadien. On recrute des personnes qui ont quitté les Forces armées canadiennes, qu'elles parlent français ou anglais. Donc, notre sondage est bilingue. Puis, dans nos affiches, justement, c'est Amy qui est représentée sur la photo. On trouvait que cette photo-là représentait le après. Donc, oui, on pourrait mettre quelqu'un en uniforme, mais le après, la vie familiale, on voit la nature, le bien-être, ça, on était vraiment contents. Amy m'a envoyé plein de photos qu'on pouvait utiliser, mais on a choisi celle-là. On trouvait que c'était positif, c'était lumineux. Si jamais vous avez déjà été dans les Forces armées canadiennes et que vous avez terminé votre service, vous avez ici à l'écran le lien pour participer à l'étude et le code QR, là, si jamais vous êtes intéressé à partager votre expérience avec nous. Et maintenant, on est rendu à la période d'échange. Je vais peut-être enlever le PowerPoint pour on se voit mieux. Un grand merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement pour arriver à la période d'échange, que ça soit plus confidentiel.